De l'enfant roi à l'adulte tyran, il n'y a qu'un pas qu'il vaut mieux éviter de franchir. On en parle avec nos invités. Ouais, il vaut mieux éviter de le franchir, le pas. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, on va en parler avec les invités. Hein, n'importe quoi, ça veut dire quoi? Moi, adulte tyran, Ouais. quoi. Mais... Bonjour à vous. Si vous nous rejoignez pour cette seconde partie d'émission, au sommaire, Caroline. De l'enfant roi à l'adulte tyran, il n'y a qu'un pas et autant ne pas le franchir et remettre l'enfant à sa juste place d'enfant pour son plus grand bien. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis Laurent Vital, il est avec nous. Alors c'est pas pour la chronique média qu'il est avec nous aujourd'hui, il va nous parler Laurent Vital. Quoique, ça peut être une chronique média. Ça pourrait être une chronique. espèce de mise en abîme. C'est vrai, mais on va parler surtout de votre prochaine et nouvelle émission. Ah ouais, là on est en pleine forme. On est en pleine forme. En troisième partie, nous parlerons cinéma. Voilà, si vous voulez tout savoir, avec une équipe qui nous parlera cinéma. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et puis, avec le hashtag Viano, vous pouvez réagir et nous poser toutes vos questions. Comme chaque jour, c'est la revue de presse de Marie-Jo. Vous moquez pas, c'est très dur aujourd'hui. C'est très dur pour moi aujourd'hui. Comment se porte la presse aujourd'hui? Est-ce que pour elle, ça va? Elle va mieux, elle va un peu mieux. Elle est un peu moins sombre qu'hier, un peu moins monochromatique aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On parle beaucoup de Brexit, hein, forcément, et de Theresa May face au Parlement britannique, son échec évidemment, et puis aussi l'échec de la motion de censure qui voulait sa tête. Alors on va commencer avec l'opinion. Regardez Brexit, la victoire des agents du chaos. L'opinion nous explique que le travailliste Jeremy Corbyn et le conservateur Boris Johnson manœuvrent contre la première ministre pour faire de la sortie de l'UE un énorme fiasco. C'est pas si difficile que ça d'ailleurs. Avec pour seul objectif, selon l'opinion, prendre le pouvoir. Et alors ce propos est bien illustré aussi par CAC, toujours le brillant CAC, avec cette scène empruntée au Cluedo. Vous voyez, donc on voit effectivement ici Corbyn, ici Johnson. Et voilà, le professeur Corbyn dans la chambre avec la clé anglaise. C'est pas mal. Ouais, ça résume plutôt bien la situation. En plus, ça la résume très bien. Ah oui. C'est vrai. Et du coup, en France ? Eh bien, en France, on parle encore évidemment des Gilets jaunes, mais d'une manière un petit peu différente, pour une fois, hein, avec le Parisien qui revient surtout sur les dégradations des lieux symboliques et particulièrement de l'Arc de Triomphe. Vous voyez, enquête sur un saccage. Voilà, ce sont les images surtout du monument vandalisé, donc le 1er décembre, qui en fait le tour du monde, et le quotidien se demande ce qu'il faut en penser. Alors on s'intéresse évidemment en page intérieure à ces dégradations qui ont choqué le monde, et aussi pourquoi ce symbole-là? Parce que finalement c'est plus le symbole des Français, les Français notamment tombés pendant la guerre, que du pouvoir lui-même. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a un petit peu choqué. Et là, on nous dit que les agresseurs avaient l'air tout à fait contents et heureux en dégradant, qu'il y avait des gens qui étaient un peu là par hasard, des lycéens qui se sont un petit peu laissés embarquer. Enfin bon, c'est assez intéressant de voir aussi comment les choses ont avancé et comment des personnes aussi peuvent se laisser bêtement entraîner par des mouvements de foule. Alors à la une de l'UMA, les gilets jaunes aussi. Oui, hein, vous savez, l'humanité va rester attentive encore longtemps au mouvement populaire. C'est un petit peu son rôle, donc c'est plus que normal. Avec ce titre, ces 2 mois où les invisibles ont repris la main. Mais ce qui m'intéressait, c'était encore les invisibles, parce que vous vous souvenez qu'hier, on parlait des invisibles de la République, c'était ces enfants qui n'avaient pas les mêmes chances. Avant-hier, on parlait des femmes de 50 ans invisibles. C'est vraiment, et ça nous avait conduit à parler du sexisme. Et il y a un article très intéressant dans l'IB, en page intérieure, un article qui, voilà, s'intitule « Des blagues aux agressions, état des lieux du sexisme en France ». Avec cette illustration extraordinairement affligeante, mais parlante aussi. C'est une publicité pour une crème. Il y a marqué « Babette, je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole ». Alors c'est sur le tablier d'une femme, heureusement encore, mais enfin c'est quand même évidemment tout à fait affligeant. Et on nous explique en fait que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes publie ce jeudi un rapport exhaustif sur ce qui fonde les inégalités des sexes dans notre pays. Et l'humour, malheureusement, fait partie. C'est assez peu moral, tout ça. Assez peu, puis en plus on ne le voit même plus tellement on a l'habitude de ce genre de choses. C'est pas évident, mais ça nous donne envie effectivement de renouer avec des textes philosophiques qui traitent de morale, et Libération nous le permet avec à sa une ce petit encadré là qui nous dit Vladimir Jankélévitch, retour en fanfare. Et effectivement, on découvre dans les pages livres de Libération un grand papier, une double page sur le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch qui enseigna longtemps à la Sorbonne et dont les écrits sont réédités très récemment, notamment Philosophie de la morale et la mauvaise conscience. Alors vous nous invitez à les lire ou à relire même? Oui, carrément, hein, lisons dans votre cas. Lisons abondamment. Oui, lire pour ça. J'en ai marre. Je démissionne. Relisons, nous avons tous lu. Mais on m'a mec avec des filles. Laurent, merci. Ah bon. Je prends les coups tous les jours, j'en ai marre.
Relisons La mauvaise conscience. Oui, relisons. La philosophie de la morale. Ça peut être ça. intéressant. Et on va rester dans les grands hommes avec Corse Matin, qui évoque un très grand homme qui pulvérise carrément Jean Kelevitch sur le plan de la notoriété, puisqu'il s'agit quand même de Napoléon. Et oui, en fait, on découvre que Napoléon fête ses 250 ans en grande pompe. Les Ajacciens se souviennent des commémorations du bicentenaire en 1969, évidemment. Et là, ce nouvel anniversaire promet aussi tout un tas de choses très intéressantes, dont le réaménagement d'ailleurs du Cazone, qui va débuter en mars. Alors, on va suivre ces événements avec attention. Anything else? Autre chose. C'était en anglais, je voulais tenter l'anglais, mais je me suis dit, bon... Excuse me, non, mais je vous dis, c'est pas ma journée. C'est l'accent, Voilà. Il était très bien, cet accent. Yes. Bon. En tant que sosie officiel du Prince Harry, il était très bien. D'accord? Bon. Allez, on continue. Un petit coup d'œil à la couverture de Challenge qui se partage entre deux thèmes. Regardez, l'emploi contre le cannabis, c'est un peu un match. C'est perdu, j'ai l'impression que le cannabis quand même l'emporte. Ouais. Un petit peu plus de la moitié, du rouge, et la feuille déborde carrément. Non, c'est un sujet qui est sérieux en réalité. On pouvait faire une analyse d'image qui était rigolote. Mais voilà, c'est un sujet qui est tout à fait sérieux. Ça s'appelle donc le cannabis, la ruée vers l'herbe. Et en fait, on nous dit que du Canada aux États-Unis, le nouveau marché légal de la marijuana suscite évidemment les appétits des people, des majors de l'alcool et du tabac, mais aussi de nombreuses start-up. Et la France évolue très très lentement, s'ouvrant tout juste aux usages thérapeutiques de la plante. Alors évidemment, on a vu qu'il y avait des résultats dans le domaine de la médecine, donc évidemment il faut s'y ouvrir. Pour le côté récréatif, la France reste encore un petit peu en retrait, protégeant ses enfants, qu'ils soient rois ou pas, vous allez nous le dire. On verra ça. Merci beaucoup Marie-Jo. Et on se voit en troisième partie. Oui, je reviens vous voir. Sur la question de cinéma et de Black Power. Elle va parler super-héros. Yeah. Vous avez fait au moins un heureux. Au moins un heureux, voilà. Avant qu'il m'entende, peut-être qu'il m'entende. Moi, l'enfant. À tout à l'heure, roi. Ciao Marie-Jo. Laurent Vitali, alors vous êtes là parce que, contrairement à ce que je suis juste venu vous dire au revoir en fait. Si, vous êtes l'info média de la semaine en fait. Alors on vous a connu tout jeune chroniqueur à Viano, et là vous volez de vos propres ailes. J'ai fait mes débuts de chroniqueur à Viano. Une ascension fulgurante. Exactement, ça n'a pas duré longtemps. Ça va vite. Ça va très très vite. Non, je vais vous quitter toutes les semaines, et je ne vais pas parler de médias, je vais le vivre finalement, mais en gardant un petit peu mon ADN que vous connaissez. Bon. Et vous me laissez donc seul homme sur le plateau. Je vous fais confiance. Oui, pour votre plus grande joie, Florian. Bah oui. Ce petit programme En attendant lundi. Ça commence samedi, ça s'appelle En attendant lundi, parce que c'est diffusé le samedi et le dimanche. Ok. En attendant lundi. Voilà. Parfait. Et c'est quoi? C'est en fait, vous avez voulu recréer autour de vous l'esprit du repas de famille. C'est à peu près ça, en tout cas. C'est l'allégorie du repas de famille. Je suis parti du principe que le samedi, quand on se réunissait entre amis ou en famille, peu importe, on revenait souvent sur ce qui s'était passé la semaine, et on avait des sujets de conversation qui étaient complètement hétéroclites. Voilà, c'est un peu l'idée de départ, et c'est ce qu'on va essayer de retransmettre. Alors c'est la particularité de cette émission, c'est qu'il n'y aura pas d'invités. Il y a des chroniqueurs qui seront autour de moi. Chacun va y apporter sa personnalité et peut-être ce qu'il a marqué tout au long de la semaine. Et il y a l'ambiance en plus. Alors, on a pris le parti de dire qu'on est en week-end, donc avec une certaine décontraction, pour ne pas dire légèreté, mais en gardant quand même un peu de sens, parce que j'y tiens tout simplement. Bon, on regarde quelques images. Ah ben oui, carrément. Le ton va être donné, je pense. Ben voilà. Alors, allez, on regarde. Bonjour à tous. En attendant lundi, on s'invite chez vous le week-end à l'heure du déjeuner. Infos décalées, conseils pratiques à suivre ou pas. Santé mentale et le tout illustré façon BD. Le menu de ce week-end à l'heure du déjeuner, il vous est servi aujourd'hui par... Est-ce que quelqu'un a déjà terminé en cellule de dégrisement? Une soirée? Non. Non. Failli, mais non. Non. Ok, on voit que la famille regarde. À cheval entre Apostrophe et le magazine de la santé. Bon, Pivot et Simès n'étaient pas disponibles. On a donc demandé à Davia de se pencher sur notre santé mentale, un sujet qui l'intéresse. Alors, docteur? Et un sujet qui nous passionne et qui passionne les Français et les Corses de plus en plus. Je vous ai toujours pas. Alors, vous me direz, ce qui est pas plus mal, c'est que c'est la fille de... J'étais en train de repenser à vos propos du début. Vous pourrez jouer à ça pour occuper vos enfants le week-end. Bonne chance. On m'a demandé de donner le biberon à mon fils. Donc j'étais en train et de tu as dit non, écoute, je fais un truc hyper important. Et je lève la tête, mon fils avait 6 ans. Donc en attendant lundi, on leur dit de faire comme nous. Non, pas du tout. C'est de profiter d'un week-end de 5 jours. C'est un petit peu notre chance.
On a bien senti le ton et une subjectivité assumée. Ah, complètement. Là, autour de moi, donc des chroniqueurs qui vont garder leur subjectivité, surtout leur regard. C'est surtout ça qui m'intéresse parce que parfois, on peut faire la démonstration par l'absurde très souvent. Donc revenir sur une actu ou un événement et de le présenter de façon décalée, je pense que ça peut amener la réflexion. Alors juste un mot pour les chroniqueurs. Didier de Jornane, le roi du photomontage, qui viendra lui avec des infos pour lesquelles on n'a peut-être pas forcément prêté attention. Vous verrez pourquoi. Davia qui nous fait l'amitié de venir pour cette première émission, voilà, avec ses compétences. Et puis ensuite, il y aura quelqu'un d'autre. Inès Morat qui vient apporter sa réflexion toute particulière. Et puis le retour de Julien Hosty, dessinateur de presse, justement, et qui lui porte un regard vraiment particulier sur ce qui s'est passé dans la semaine. Et puis en fin d'émission, ils nous proposeront quelques rendez-vous, que ce soit de la lecture, du cinéma, du sport, pourquoi pas. Enfin, leur coup de cœur à eux. Voilà. On rappelle l'horaire, Laurent ? Alors, c'est à 12h25 le samedi et le dimanche. Ça s'appelle En attendant lundi. Donc, en attendant les téléspectateurs, on espère surtout qu'on va passer de très bons moments à l'antenne. Merci on en est sûr. beaucoup, Laurent. Et puis, on sera au rendez-vous. Et je vous dis au revoir, alors. Un gros bisou. Ça a été un plaisir de travailler. Revenez quand vous voulez. Vous êtes ici Merci. chez vous, vous le savez. Allez, il est 12h36, c'est l'heure du débat de Vianov. Allez, je fais ce que je veux, quand je veux. Non, je ne parle pas de Donald Trump, mais des enfants rois, autocentrés, capricieux, mal élevés, pourris, gâtés. Les adjectifs sont nombreux et ne traduisent pas forcément le malaise qui sous-tend cette situation et cette position qui peut sembler privilégiée. Alors, comment restaurer l'équilibre et comment éviter que ces enfants rois ne deviennent des adultes rois, voire tyrans? Nous posons la question à nos invités, le docteur Anis Majab, pédopsychiatre, bonjour. Le docteur Jean-Marc Crespe, psychiatre, bonjour. Et Emmanuelle Coste, directrice et enseignante au sein de la School Ayatchin. Bonjour et bienvenue. Alors, je voudrais tout d'abord dénoncer une certaine injustice, Annie. Parce que nous parlons d'enfants rois, mais ils n'ont pas usurpé leur pouvoir. Ce sont les parents qui leur mettent la couronne, non? Ce sont quand même les parents les premiers responsables. Le badge. Déjà, on peut dire que c'est toujours les autres qui parlent de vous. Donc les enfants, a priori, ils ne vont pas parler en naissant pour dire « je suis roi ». On ne naît pas enfant roi, on est bien d'accord. Sauf Trump, vous l'avez dit. En tout cas, je crois que vraiment, dans la notion d'enfant roi, il y a deux questions. Il y a la question socioculturelle, vraiment de ce que c'est qu'un enfant. Et avec... Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu une évolution absolument extraordinaire du statut de l'enfant, entre l'enfant qui travaillait, enfin dans nos contrées. Je crois que dans ces émissions, il faut toujours rappeler que ça concerne quand même notre petit univers. Bien sûr. Et que le monde est vaste dans lequel l'enfant n'a pas tout à fait ce statut-là. L'enfant travaillait, on avait plein d'enfants, donc finalement s'il y en avait un raté au milieu, il y avait une mortalité infantile qui était quand même très importante, et on ne choisissait pas forcément d'avoir un enfant. Aujourd'hui, vous avez peu d'enfants, donc il est extrêmement précieux. Ensuite... la mortalité a bien diminué, la santé a fait des progrès, effectivement, on est quand même dans une société qui est passée par une grande révolution sur les acquis, parce qu'il y avait beaucoup de frustration, beaucoup d'autorité, pour arriver dans une société du plus, où c'est monsieur plus partout, où il y a une immédiateté, une nécessité et une consommation extrême aussi, avec un versus qui dit plus que... l'avoir prime sur l'être, quoi. Comme si, à avoir plein d'objets, on arrivait à pallier son manque à être. Alors, il y a ça. Et puis, il y a une question strictement structurale. C'est-à-dire que dans le développement de l'enfant, le moment de l'enfant roi, c'est un moment du développement. Et ce ratage-là est vraiment une question qu'on doit débattre, parce que celle-là, elle est très importante, en dehors du côté sociétal. Alors, pour éviter que ces enfants restent enfant roi, l'important c'est quoi? C'est la frustration, c'est leur dire non, savoir dire non, c'est la clé. Tout le monde a la frustration à la bouche, c'est très mode, intolérance à la frustration, Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Au fond, c'est vraiment le moment très précis de l'enfant où le cri devient un appel. C'est-à-dire qu'un bébé pleure, la maman interprète cela, il a faim, il a soif, il a machin. Mais en même temps qu'elle lui donne le sein, le lait, elle lui donne aussi sa présence et aussi son amour. Et quand elle va venir à être manquante, puisqu'elle n'est pas toujours là, c'est là que l'enfant fait l'expérimentation de la frustration. Mais c'est aussi un manque et un vide absolument nécessaire pour que le désir advienne. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. Les enfants repus n'ont aucune appétence à la vie.
Et au fond, il y a quelque chose dans notre société actuelle qui veut absolument une espèce de tyrannie du bonheur, ou l'idée que si on manque de quelque chose, alors on va être malheureux. Or, plus vous comblez et plus on cherche à manquer, parce que c'est ça qui fait le désir. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir sans manque. Donc on n'arrive pas... On en est maintenant à créer peut-être le manque, justement pour désirer. Eh bien, en quelque sorte, c'est un petit peu de ça. C'est-à-dire il y a de la consommation, je dirais. Absolument. La société capitaliste, qu'est-ce qu'il y a de mieux comme consommateur que l'enfant? Quand on voit les études qui sont faites sur les emballages de yaourt, c'est quand même hallucinant. Et évidemment, bien sûr, que le consommateur en puissance, mais c'est vraiment l'idée que l'objet va venir combler là et va vous rendre heureux. Or, ce que démontrent ces enfants-là, c'est qu'ils ne sont pas si heureux que ça. C'est ça. Jean-Marc, est-ce qu'un enfant roi deviendra forcément un adulte roi, un adulte tyran ? Non, pas forcément. On a tous des exemples d'enfants rois. Alors, il y a l'enfant gâté, le fils à papa, et l'enfant roi. Il y a des gradations, tout ça. Il y a des gradations, en plus, sur des personnalités de base, qui sont des enfants faciles, des enfants difficiles, des enfants hyperactifs, des enfants violents, tout ça. Donc, tout cela, si vous voulez mélanger, fait qu'il va y avoir des enfants, des adultes rois, qui... peuvent éventuellement être très performants, je dirais, dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, moins souvent dans leur vie affective et relationnelle, sociale. Il y a des profils, c'est-à-dire il y a des métiers, des formations, des filières où on trouve plus ce profil-là. Oui et non. Oui et non, disons peut-être dans les professions libérales, dans les professions, je dirais, à haute valeur ajoutée sur le personnel, de l'image, je dirais, probablement. Dictateur, président de la République, ça. Je n'ai pas osé. mais après, de là, ça, je veux dire, c'est l'enfant roi qui s'en sort, qui réussit, je dirais. Encore que ils sont le côté, je dirais, la revers de la médaille, c'est quand même une fragilité. Oui. Affective en particulier, des manques, des comportements, je dirais, névrotiques, voire pires. Et puis, à l'autre extrémité, il y a le tyran. Il y a le tyran qui, lui, si vous voulez, est totalement dans la toute-puissance, dans l'ego surdimensionné, qui ne supporte absolument pas la contradiction. Alors là aussi, ça va faire des managers remarquables, des grands soldats, peut-être des grands militaires, des grands conquérants. Mais c'est plus difficile au quotidien. Voilà, c'est des gens qui sont extrêmement difficiles à vivre et qui peuvent, je dirais, déraper souvent dans des comportements à la limite délictueux. Voilà. Alors, par exemple, on a tous en tête le caprice d'un enfant roi, il se roule par terre, une crise de larmes, etc., etc. Mais comment ça se manifeste chez l'adulte ? On n'a pas souvent ce genre de comportement, mais c'est quoi? Ça va être des réactions presque violentes, voire violentes? Oui, je reviens à la fameuse intolérance à la frustration et à l'immédiateté. Ça se reproduit toute la vie. Toute la vie, il y a cette espèce de besoin de satisfaction immédiate, ou en tout cas dans un délai super court de la pulsion du désir, et surtout le refus de l'autre comme sujet. Voilà, je crois que le problème, et ça je pense que ma collègue psychanalyste sera tout à fait d'accord avec moi, c'est que l'enfant roi et a fortiori l'adulte roi et a fortiori l'adulte tyran va chosifier l'autre. Il ne le considère pas comme un sujet, il le considère comme un instrument de son plaisir ou de son autorité chez le tyran. Et donc ça ne peut que créer des tensions violentes avec l'environnement. L'autre, on le croise très, très jeune finalement, en communauté à l'école. Alors vous, Emmanuel, est-ce que vous avez à gérer, vous avez dans votre carrière, je suppose que vous en avez croisé, des enfants rois, comment on les gère, comment on les identifie même? Est-ce qu'on les repère très vite? Oui, tout à fait. Déjà, le rapport à l'adulte est tout de suite compliqué. À l'autorité? À l'autorité, oui. Puis dans la cour d'école, vous observez les comportements. Effectivement, ils se font repérer. Voilà. C'est vrai qu'en général, ce ne sont pas des enfants faciles, tyranniques, comme vous le disiez. Et puis ce sont des enfants peut-être à qui on n'a jamais dit non. Alors, dans une cour d'école, il y a des noms, il y a une autorité, on respecte les uns les autres. La société commence là. Donc c'est très intéressant, la cour d'école d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices pour les enfants rois? Je pense notamment en ce moment au retour des vacances de Noël, où ils ont certainement été submergés par les cadeaux ou les retours d'anniversaire. Où là, il faut recadrer les choses, quoi. Tout à fait. Les retours de vacances sont effectivement compliqués pour certains. Pas pour nous, mais on sent bien qu'il faut remettre de l'ordre dans le développement, dans l'organisation. Voilà.
Annie, est-ce qu'un enfant, roi ou pas d'ailleurs, s'adapte en fonction du public, je dirais? C'est-à-dire qu'il peut être tout à fait tyrannique à la maison et doux comme un agneau à l'école? Alors, peut-être pas avec ce grand écart extrême, mais quand même, oui. Enfin, on voit des enfants qui sont extrêmement faciles à l'école. Peut-être, c'est souvent... Enfin, dans le meilleur des cas, c'est plutôt ça. Et puis, après tout, il vaut mieux expérimenter les choses les plus difficiles avec des gens qui vous aiment qu'avec des gens qui ne sont pas forcément dans un amour qui est le même. Mais je crois que la question de l'amour, c'est peut-être une question fondamentale dans cette question-là. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'aujourd'hui, les parents... D'une manière générale, et on ne va pas leur jeter la pierre, parce qu'il y a une évolution, les gens réfléchissent à la façon dont ils éduquent leurs enfants, c'est quand même un progrès. On ne va pas quand même dire aussi que c'est terrifiant ça, au contraire. Alors, la question, c'est la question du trop, c'est peut-être du trop réfléchir et peut-être d'avoir toujours la crainte de perdre, soit de traumatiser son enfant, parce qu'on lui dit non, qu'on lui refuse quelque chose, ou qu'on ne va pas dans le sens de son plaisir, ou d'être un mauvais parent soi-même parce qu'on n'y arrive pas, ou de perdre l'amour de son enfant. Il ne faut pas oublier qu'avant, par exemple, ce qui était pérenne, c'était le couple. Aujourd'hui, le couple n'est pas pérenne, ce qui est pérenne, c'est les enfants. Donc, ce qui pallie la solitude absolue de l'être, mais c'est quand même les enfants. Donc, avant, les enfants passaient dans votre vie, vous les éleviez pour qu'ils aillent dehors, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, il y a toujours cette crainte. Et à force de trop... Enfin, l'amour est indispensable, mais ne doit pas complètement masquer l'idée que quand on aime son enfant, on doit faire des choses qui lui déplaisent pour son bien. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le souverain bien de l'enfant, et c'est ça la bienveillance. Et c'est ça qui permet la véritable autorité aussi. Ouais, justement, on peut découronner un enfant roi? C'est-à-dire qu'un enfant qui a été habitué à être roi depuis la naissance, par exemple, qui arrive à l'âge de 7 ans, ben on décide... De lui couper la tête. Non, peut-être pas de lui couper la tête, mais d'essayer de faire un travail sur lui-même. Heureusement, heureusement. Alors on dit quand même, on en parlait, dans la salle d'attente, tout se joue avant 7 ans. Alors tout se joue parce que les choses se construisent avant 7 ans. Mais ça ne veut pas dire, et heureusement, qu'on ne peut rien faire. La seule chose, c'est que plus le temps passe, et moins c'est aisé, puisque les choses sont moins... labile, que surtout dans les interactions et surtout dans la possibilité de supporter le manque et de supporter ce qui est au fond la condition même de l'humanité. Voilà. Et qu'on a besoin de désirer pour vivre. Voilà. Mais on peut, bien évidemment, mais alors ce qu'il y a, c'est que ça ne peut plus être frontal. C'est-à-dire qu'on doit, au fond, c'est ce qu'on dit, et puis ça dépend du degré aussi, ce que disait Jean-Marc Cresp, du degré aussi de pathologie, parce qu'on n'est pas au même niveau dans une simple, je dirais, déviance un peu éducative, si tant est que l'éducation, c'est pas du plaquage. L'éducation, c'est quand même l'éducation des pulsions. C'est-à-dire comment on fait, on se débrouille avec ces pulsions pour que ça devienne vivable pour soi et pour les autres, et qu'on puisse le symboliser dans une demande à l'autre. Voilà. Heureusement qu'on peut, mais on est obligé de grignoter, si vous voulez, et d'y aller avec plus d'habileté que si vous vous y prenez, c'est plus facile avec un enfant d'un an ou deux, ne serait-ce que physiquement. Oui, tout jeune. Jean-Marc, on peut corriger les enfants. Les adultes, ils sont acteurs de leur propre tyrannie, donc il faut qu'ils se corrigent eux-mêmes. Oui. Ou que quelqu'un les corrige. Oui. Ben, voilà, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des signaux d'alerte, il faut qu'il y ait à un moment donné des marqueurs, des indicateurs de souffrance de l'autre qui peut retentir sur le sujet, où ils prennent conscience qu'il dysfonctionne. Chez les tyrans, il ne faut pas trop y compter. Chez les grands enfants rois devenus adultes rois, on peut l'espérer. Et Didier Pleu, qui est un expert psychologue mondialement reconnu, parle de tuteur de résilience. Je trouve que c'est une formule qui est intéressante. Et il décrit l'expérience justement de ces adultes rois qui, au bout souvent d'X échecs matrimoniaux en particulier, tombent sur la deuxième, voire la troisième compagne, qui, à un moment donné, va leur faire prendre conscience de l'existence de l'autre, de l'altérité, et donc du nécessaire respect de l'autre. Et là, on voit des petits miracles. À condition quand même qu'il y ait une demande. C'est-à-dire que quelque chose, si vous ne demandez rien, de toute façon, vous ne pouvez pas vous mettre au travail de changer. Emmanuelle, dans votre rôle d'enseignante, comment vous vous y prenez pour imposer finalement l'autorité à ces enfants C'est très simple. Vous êtes dans une salle de classe, il faut respecter le travail de l'autre, donc le silence, ça commence par des petites choses. Par des règles. Des règles, toutes simples. Le silence, quelque chose de normal. Qu'ils comprennent. Très bien. Très bien. Ils respectent. Des codes sociaux. Des codes sociaux. Bien sûr. On parle souvent de l'enfant roi en Corse. L'enfant aurait un statut particulier. Je vous vois. Alors, on a très peu de temps. Un mot sur ce point, Jean-Marc Cresp.
c'est un laboratoire à ciel ouvert d'expérimentation socio-ethno-psychologique. Mais avec une face obscure, qui est une certaine bande de jeunes bourgeois qui se réunissaient dans un bar où soufflait un air marin bien connu, pour le côté sombre, et pour le côté ludique, je dirais, cette fameuse chanson Coco Cayenne que je trouve qui illustre parfaitement, je dirais, Spacata e Acine, les vieux, je sais ce que c'est, Henri Davidson, je frappe le matin, et le soir, motocross, chemise de gobos, et si l'après-midi, je craque un peu de nerfs, je prends le Range Rover, je vais au sanguinaire. Vous connaissez très très bien les paroles. Je crois que ça illustre parfaitement, je dirais, l'ethnologie de la société. Annie, vous le vérifiez? Oh, c'est difficile de passer derrière moi. Vous n'avez pas de chanson dans la tête, là, non, je n'ai pas comme ça. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est le contraste entre une certaine permissivité du côté du plaisir quand l'enfant est tout petit, et puis tout d'un coup, il faudrait qu'il apprenne à 7 ou 8 ans, tout d'un coup, comment on devient adulte. Alors, je pense que c'est quand même important de savoir que les choses se mettent en place peu à peu et que attendre, différer, faire monter le désir et surtout attendre qu'on demande, ça vient peu à peu, ça vient pas du jour au lendemain et ça me frappe beaucoup. Et ce qu'on retrouve aussi, en tout cas moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même une certaine dépendance des adultes vis-à-vis de leurs propres parents, c'est-à-dire que quand même quelque chose, une séparation, qui rejoint ce moment primordial, voilà, est assez caractéristique aussi. Voilà. Après, du côté de l'hédonisme et du plaisir, je laisse. Bon, en tout cas, on est d'accord que le mot à retenir, c'est peut-être savoir dire non. Oui, ou créer du manque. Créer du manque. Ne pas combler. Et non pour l'école. Voilà. Et surtout ne pas être tout pour son enfant et que son enfant ne soit pas tout pour soi. Regarder ailleurs que les parents s'occupent d'eux, s'occupent de leur couple, s'occupent de ce qu'ils sont comme hommes et comme femmes. Il n'y a pas que l'école, il faut se fournir quand même le travail à la maison. Merci beaucoup, merci infiniment. Nous, on va se retrouver dans un instant sur Via Stay pour la troisième partie. On va parler cinéma. Voilà, allez, à tout de suite.